À 22 ans, Irma Grese a été exécutée par pendaison. C'était la femme la plus jeune condamnée à mort sous la loi britannique au XXe siècle. Mais sa jeunesse ne l'a pas absoute. Pendant 3 ans, elle a supervisé l'assassinat de milliers de femmes à Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau et Bergen-Belsen. On l'appelait « la belle bête ». Grese n'utilisait pas seulement un fouet tressé avec du fil de fer. Elle entraînait des chiens pour attaquer des prisonnières, participait à des sélections pour les chambres à gaz et frappait à mort des femmes qui la regardaient simplement. Des témoins ont affirmé qu'elle tuait environ 30 personnes par jour. Sa brutalité surpassait même celle de nombreux gardes masculins. Origine du mal, la transformation d'Irma Grese, 1923-1942. Dans une petite ferme près de Wrzechen, dans la région de Mecklembourg-Poméranie occidentale, naquit le 7 octobre 1923 une fille qui, 2 décennies plus tard, deviendrait le symbole de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Irma Ilse Ida Grese est venue au monde au sein d'une famille paysanne allemande, 3e de 5 enfants, à une époque où la République de Weimar commençait à vaciller sous le poids de la crise économique et du ressentiment national. Son père, Alfred Grese, était un agriculteur conservateur et profondément religieux qui adoptait une position critique envers le parti nazi qui gagnait du terrain en Allemagne. Il élevait ses enfants avec une discipline stricte, où les punitions physiques faisaient partie de l'éducation quotidienne. Sa mère, Bertha Wilhelmine Auguste Grese, se battait pour maintenir la famille unie au milieu des difficultés économiques et de la personnalité dominante de son mari. L'enfance d'Irma s'est déroulée marquée par la rigidité paternelle et une atmosphère domestique oppressante. L'année 1936 a marqué un tournant. Sa mère s'est suicidée quand Irma n'avait que 13 ans. Cet événement traumatique a laissé une empreinte profonde sur l'adolescente qui est restée sous la garde exclusive d'un père de plus en plus strict et émotionnellement distant. La structure familiale était déjà fracturée de manière irréparable. Irma n'a jamais été une élève brillante. Selon le témoignage ultérieur de sa sœur Hélène, elle manquait de courage pour se défendre lorsque d'autres enfants l'intimidaient à l'école. En 1938, à peine âgée de 15 ans, elle a définitivement quitté ses études. Au cours des mois suivants, elle a travaillé dans une ferme en accomplissant des tâches agricoles de base, puis dans un magasin à Litchen, et ensuite dans un hôpital à Hohenlychen, où elle est restée 2 ans à essayer, sans succès, d'obtenir son diplôme d'infirmière. Mais il y avait quelque chose qui captivait l'imagination d'Irma avec une intensité que l'éducation formelle n'a jamais atteinte, la machinerie de propagande du Troisième Reich. Alors que son père interdisait explicitement à ses filles toute participation à des organisations nazies, tant Irma que sa sœur Hélène désobéissaient en secret. Elle s'était volontairement jointe au Bund Deutscher Mädel, la Ligue des filles allemandes, la branche féminine des jeunesses hitlériennes. Pour Irma, ces réunions représentaient une libération de la vie rigide et contrôlée de son foyer paternel. Les activités du BDM offraient camaraderie, exercice physique, excursions et surtout un sens de but et d'appartenance que la jeune fille n'avait jamais expérimenté. Les dirigeants du groupe parlaient de dévotion à la patrie, de sacrifice pour le bien commun, de la supériorité raciale allemande et du destin manifeste du peuple arien. Pour une adolescente vulnérable après la mort de sa mère, ces messages résonnaient avec une force hypnotique. La propagande nazie peignait un monde en noir et blanc, où l'Allemagne était victime d'une conspiration internationale et seul le leadership inébranlable du Führer pouvait restaurer la gloire nationale. Les films de Leni Riefenstahl montraient des foules en extase, des armées marchant en parfaite synchronisation, la force et la beauté de la jeunesse allemande. Lors des rassemblements nocturnes, sous l'éclat des torches, des hymnes étaient chantés promettant un avenir de grandeur.
Pour une jeune femme sans perspective claire, sans éducation complète et sans mère, le nazisme offrait des réponses simples à des questions complexes. Lorsque son père découvrit l'adhésion de ses filles au BDM, sa colère fut considérable. Les confrontations devinrent fréquentes et violentes. Alfred Grez voyait dans le nazisme une perversion des valeurs qu'il tentait d'inculquer. Mais Irma, pour la première fois de sa vie, se rebella ouvertement contre l'autorité paternelle. En juillet 1942, alors qu'elle venait d'avoir 18 ans, Irma prit la décision qui définirait le reste de sa courte vie. Lorsqu'elle tenta à nouveau de devenir infirmière, le bureau de l'échange de travailleurs la redirigea vers une destination différente, le camp de concentration de Ravensbrück. Selon ce qu'Irma affirmerait plus tard lors de son procès, cette affectation fut contre sa volonté. Les archives historiques, cependant, peignent une image différente. Le recrutement de gardes féminines durant cette période était principalement volontaire, avec des annonces dans les journaux promettant un emploi stable, un logement, un uniforme et un salaire supérieur à celui des emplois d'usine. La décision d'Irma d'accepter le poste à Ravensbrück a provoqué l'affrontement final avec son père. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, vêtue de l'uniforme des SS Helferinnen, les auxiliaires féminines des SS, Alfred Grez l'a expulsée de son foyer. Irma a répondu en dénonçant son propre père aux autorités, ce qui a entraîné son bref emprisonnement. Cet acte de trahison familiale démontrait à quel point l'idéologie nazie avait remplacé les liens du sang. Dans les semaines précédant son départ pour Ravensbrück, Irma est restée en contact avec d'autres jeunes femmes qui avaient également été recrutées. On leur avait dit qu'elles seraient responsables de surveiller des ennemis de l'État, des personnes qui représentaient une menace pour le peuple allemand. Le langage officiel évitait des termes comme « prisonnière » ou « victime », préférant des désignations qui déshumanisaient, éléments antisociaux, ennemis du Volk, races inférieures. Ce vocabulaire faisait partie d'un processus de désensibilisation qui commençait avant même que les recrues ne mettent un pied dans le camp. Le salaire offert était tentant, 185 marks du Reich par mois, plus du double de ce qu'une femme de son âge gagnerait dans une usine. En plus de l'argent, ils offraient un logement dans des maisons spécialement construites, une alimentation complète, des uniformes et la possibilité d'avancement. Pour Irma Grez, qui avait travaillé dans des fermes, des magasins et des hôpitaux sans trouver sa place, cette opportunité semblait être une porte vers une vie meilleure. Lorsqu'elle a finalement pris le train pour Ravensbrück en juillet 1942, Irma Grez avait 18 ans. Aucune éducation formelle complète, aucune compétence professionnelle spécialisée et un esprit façonné par des années de propagande nazie. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est qu'en moins de 3 ans, elle deviendrait l'une des criminelles de guerre les plus notoires de l'histoire moderne, responsable de la mort et de la torture de milliers de personnes innocentes. Entraînement en enfer, le système des gardes féminines, SS, 1942-1943. Le camp de concentration de Ravensbrück se trouvait à environ 90 km au nord de Berlin, près d'un petit village du même nom dans la région de Brandebourg. Inauguré en mai 1939, c'était le seul camp de concentration principal conçu spécifiquement pour les femmes dans les frontières allemandes d'avant-guerre. Son but initial était d'interner celles que le régime nazi considérait comme des ennemis politiques, asociales, criminels de droit commun, et plus tard, juives, roms, témoins de Jéhovah, et toute autre femme qui ne correspondait pas à la vision nazie de l'ordre social. Mais Ravensbrück avait une deuxième fonction tout aussi importante, servir de centre de formation pour les Aufseherinnen, les superviseries féminines dont avait besoin le système de camps de concentration en pleine expansion. Entre 1942 et 1945, environ 3500 femmes ont suivi le programme de formation de Ravensbrück avant d'être déployées à Auschwitz, Bergen-Belsen, Majdanek, Neuengamme et des dizaines de sous-camps dispersés à travers toute l'Europe occupée.
lorsque Irma Grese est arrivée à Ravensbrück en juillet 1942, le camp abritait déjà des milliers de prisonnières dans des conditions brutales. La structure administrative était complètement ségrégée par sexe, tandis que les commandants du camp et les officiers supérieurs étaient des hommes des SS, la supervision directe des prisonnières incombait exclusivement aux Aufseherinnen. Cette séparation était délibérée, fondée sur des ordres directs d'Heinrich Himmler qui spécifiaient que seules des femmes pouvaient superviser des prisonnières femmes. Le processus de sélection pour devenir Aufseherin nécessitait plusieurs étapes. Les candidates devaient avoir entre 21 et 45 ans, bien qu'en pratique, certaines plus jeunes comme Irma étaient acceptées. Elles avaient besoin d'un certificat de police de bonne conduite, d'une auto-certification d'origine aryenne par le biais de documents généalogiques, d'un curriculum vitae avec photographie, d'un certificat de santé et de réussir un examen médical complet. L'examen idéologique était superficiel, des questions basiques comme « Que signifie SS ?» ou « Où Adolf Hitler a-t-il écrit Mein Kampf ?» L'entraînement durait environ 3 semaines et était conçu avec un but clair, transformer des civils ordinaires en gardiennes capables d'infliger une violence systématique sans hésitation morale. Le programme ne se concentrait pas sur des compétences techniques complexes, mais sur un endoctrinement idéologique et une désensibilisation graduelle à la souffrance humaine. Les nouvelles recrues observaient d'abord de loin, puis participaient à des niveaux croissants de cruauté sous la supervision de Aufseherinnen expérimentées. La commandante responsable de la formation à Ravensbrück était Dorothea Binz, connue pour son sadisme exceptionnel. Sous sa tutelle, les recrues apprenaient que la violence n'était pas seulement permise, mais attendue, même récompensée par une reconnaissance et des promotions. Une anecdote documentée illustre la rapidité de cette transformation. Dans ses premiers jours, Irma Grese s'excusa lorsqu'elle se mit accidentellement en travers du chemin d'une prisonnière. Selon les témoignages, il ne lui fallut que 4 jours pour éliminer complètement cette humanité résiduelle. En moins d'une semaine, la jeune femme qui s'excusait pour un contact accidentel frappait déjà les prisonnières sans montrer aucune émotion. Le conditionnement idéologique formel avait lieu chaque samedi entre 5 heures et 6 heures de l'après-midi, selon l'ordre du commandant numéro 3, émis le 24 juillet 1942. Ces sessions comprenaient la projection de films de propagande antisémite comme Jude Süß, qui dépeignait les Juifs comme des prédateurs sexuels et des parasites économiques. La répétition constante de ces messages créait un cadre mental où les prisonnières cessaient d'être considérées comme des êtres humains et devenaient des menaces abstraites pour le bien-être allemand. Les gardes recevaient également un entraînement à l'utilisation des armes. Selon le témoignage ultérieur de Hermine Braunsteiner, toutes les recrues apprenaient à manier, tirer et nettoyer leurs armes de service. Bien que les gardes féminines utilisaient rarement leurs pistolets pour des exécutions directes, porter l'arme était un symbole d'autorité et un outil d'intimidation psychologique. Après la formation initiale, il y avait une période d'essai de 3 mois. Pendant ce temps, chaque candidate était assignée à une Aufseherin expérimentée qui agissait comme mentor, supervisant son travail dans les détachements de travail. C'était la phase où de nombreuses gardes commirent leurs premiers actes de violence directe. Les prisonnières qui travaillaient trop lentement, qui regardaient de manière incorrecte, qui montraient le moindre signe de faiblesse, étaient frappées avec des bâtons, des coups de pied avec des bottes ou fouettées avec des fouets. L'environnement entre les Aufseherinnen favorisait la compétition pour faire preuve de dureté. Celles perçues comme trop douces étaient ridiculisées par leurs collègues. Le système créait une pression de groupe où la cruauté se normalisait et la compassion était socialement punie. Les gardes qui développaient une réputation de brutalité recevaient de meilleures affectations et un accès à des avantages supplémentaires. Les conditions matérielles pour les gardes contrastaient dramatiquement avec celles des détenus. Pendant que les prisonnières
dormaient dans des baraquements surpeuplés, elles souffraient de la faim et de maladies. Les Aufseherinnen vivaient dans des maisons spécialement construites appelées Aufseherinnenhäuser. Ces résidences, édifiées avec le travail forcé des propres prisonnières, offraient des chambres privées ou partagées, des salles à manger avec une alimentation adéquate et des aires de récréation. Pendant leur temps libre, les gardes profitaient d'activités normales, prendre un café avec des gâteaux, se promener dans la forêt environnante avec des chiens, lire, écouter la radio, écrire des lettres à leur famille. Cette normalité domestique coexistait sans conflit psychologique apparent avec les atrocités qu'ils commettaient pendant leur quart de travail. Le salaire était un autre incitatif puissant. Les gardes gagnaient 185 marks du Reich par mois, comparé à 76 marks qu'une femme d'âge similaire gagnait dans un travail industriel non spécialisé. Pour les femmes de classe inférieure sans éducation formelle, cela représentait une mobilité économique ascendante significative. Irma Grese a montré qu'elle était une élève exceptionnelle de ce système de brutalisation. Elle a entièrement adopté l'idéologie nazie qui justifiait tout ce qu'elle voyait et faisait. Sa jeunesse semblait la rendre plus malléable, plus disposée à absorber la vision du monde du camp. Son salaire initial était inférieur en raison de son âge, seulement 54 marks du Reich, mais cela la motivait à chercher des promotions rapides. Pendant son séjour à Ravensbrück, Grese a également commencé des relations romantiques avec des officiers masculins des SS. Selon Germaine Tillion, bien que les relations sexuelles entre les gardes SS et les prisonnières étaient strictement interdites, les relations entre le personnel SS de sexes opposés étaient activement encouragées. Le camp fonctionnait dans une atmosphère de promiscuité organisée où des couples se formaient et se dissipaient fréquemment. En mars de 1943, après 8 mois à Ravensbrück, Irma Grese reçut des ordres de transfert. Elle serait envoyée à Auschwitz-Birkenau, le plus grand et le plus mortel complexe de camps du système nazi. À ce moment-là, la jeune paysanne timide qui s'était excusée lors de ses premiers jours avait complètement disparu. À sa place se tenait une gardienne entièrement formée, idéologiquement engagée envers le nazisme, formée à la violence systématique et désireuse de prouver sa valeur au cœur du génocide juif. Elle avait 19 ans. Auschwitz-Birkenau, le règne de la terreur, 1943-1945. Le complexe d'Auschwitz se composait de 3 camps principaux et de dizaines de sous-camps dispersés à travers la Haute-Silésie, sur le territoire polonais annexé par l'Allemagne. Auschwitz en était le camp original, établi en mai 1940 comme centre de détention pour les prisonniers politiques polonais, Auschwitz. 2, connu sous le nom de Birkenau, a été construit spécifiquement comme centre d'extermination massive avec des chambres à gaz et des crématoriums capables d'assassiner et d'éliminer les corps de milliers de personnes chaque jour. Auschwitz III, Monowitz, était un camp de travail forcé pour l'entreprise chimique IG Farben. Dans l'ensemble, ce complexe est devenu le symbole le plus dévastateur de l'Holocauste. Lorsque Irma Grese est arrivée à Birkenau en mars 1943, le camp fonctionnait à pleine capacité génocidaire. Des trains chargés de juifs de toute l'Europe occupée arrivaient régulièrement au quai de sélection. Là, des médecins des SS décidaient instantanément qui était apte au travail esclave temporaire et qui serait immédiatement tué dans les chambres à gaz. Environ 75% de chaque transport, principalement des femmes avec de jeunes enfants, des personnes âgées et des malades, étaient envoyés directement à la mort quelques minutes après être descendus des wagons à bestiaux. Grese a été assigné au camp de femmes à Birkenau, qui abritait des dizaines de milliers de prisonnières dans des conditions conçues pour accélérer leur mort. Les baraquements, construits à l'origine comme des écuries pour 52 chevaux, contenaient maintenant jusqu'à 1000 femmes entassées dans des lits superposés en bois de 3 niveaux.
il n'y avait pas de chauffage pendant l'hiver polonais, où les températures descendaient régulièrement en dessous de zéro. Les latrines consistaient en des planches avec des trous placés au-dessus de fosses septiques ouvertes. L'eau potable était rare et fréquemment contaminée. La structure de commandement du camp féminin était dirigée par Maria Mandel, l'Oberhofseherin ou superviseur principal. Sous son commandement, environ 200 Hofseherinnen servaient dans différentes sections et fonctions. Irma Grese, malgré sa jeunesse et son expérience relativement courte, a démontré un tel enthousiasme pour la brutalité que son ascension a été météorique. À la fin de 1943, à peine âgée de 20 ans, Grese avait été promue Oberhofseherin, devenant la deuxième femme la plus haut gradée dans tout le complexe d'Auschwitz-Birkenau. Cela signifiait une supervision directe sur environ 30 000 prisonnières, principalement des juives polonaises et hongroises. Son autorité était presque absolue au sein du camp féminin. Elle pouvait ordonner des punitions, attribuer des travaux, recommander des exécutions et participer aux sélections qui déterminaient la vie ou la mort. Grese a adopté un ensemble distinctif d'outils de torture. Elle portait des bottes en cuir avec des pointes en acier renforcé, parfaites pour frapper avec une force maximale. Elle avait un pistolet à sa ceinture, symbole d'une autorité létale qu'elle utilisait rarement, mais qui servait de rappel constant de son pouvoir. Son arme préférée était un fouet, qu'elle avait elle-même commandé, tressé avec du fil de fer et du celluloïd, capable de déchirer la chair à chaque coup. Les prisonnières tremblaient en entendant le son distinctif qu'elle faisait en marchant dans le champ. Mais peut-être que les instruments les plus terrifiants, sous le contrôle de Grese, étaient ces deux chiens. Il les avait personnellement entraînés, les maintenant délibérément affamés pour augmenter leur agressivité. Lorsqu'une détenue commettait une infraction réelle ou imaginaire, Grese lâchait les animaux. Les chiens attaquaient sauvagement, déchirant vêtements et chair, tandis que la victime criait. Grese observait ces attaques avec un plaisir visible, riant occasionnellement. Beaucoup de femmes restaient défigurées de manière permanente. Certaines mouraient, saignées ou d'infections ultérieures. Les prisonnières qui ont survécu ont décrit des schémas cohérents dans le comportement de Grese. Elle avait une obsession particulière pour les femmes qui, malgré la faim et les privations, conservaient quelque chose de leur apparence antérieure. Les femmes jeunes, celles dont les corps n'étaient pas encore complètement consumés par la inanition, devenaient des cibles spécifiques de sa colère. Les témoins interprétaient cela comme des jalousies profondes. Grese ne pouvait pas tolérer que d'autres femmes soient attirantes dans un environnement où elle avait cultivé son image comme la plus belle et puissante. Les sélections étaient des moments où le pouvoir de Grese atteignait son expression la plus létale. 2 ou 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis, les prisonnières étaient obligées de rester debout pendant des heures sur l'Appelplatz, la place de rassemblement. Elisabeth Hasse et Irma Grese parcouraient les rangs, inspectant chaque femme à la recherche de signes de faiblesse, de maladie ou décidant simplement arbitrairement qui vivrait et qui mourrait. Les femmes sélectionnées étaient séparées et envoyées dans les chambres à gaz. Grese accomplissait cette tâche avec minutie, utilisant son fouet avec liberté contre quiconque se mouvait ou pleurait. Pendant ces sélections, Grese était fréquemment accompagné par le docteur Joseph Mengele, le médecin des SS connu pour ses expériences pseudo-scientifiques sur des prisonniers. Plusieurs témoignages mentionnent qu'ils avaient une relation intime. Cette association donnait à Grese une influence supplémentaire. Elle pouvait recommander des prisonnières spécifiques pour les expériences de Mengele. Un des incidents les plus troublants documentés a impliqué la docteure Gisela Perl, une médecin juive hongroise qui travaillait à l'infirmerie du camp. Grese, qui entretenait des relations sexuelles fréquentes avec plusieurs officiers SS, est tombée enceinte. Elle a convoqué Perl et lui a ordonné de pratiquer un avortement illégal, promettant de lui fournir un manteau d'hiver en échange
et menaçant de l'exécuter si elle refusait ou si quelque chose tournait mal. Pearl a accédé. Grayes a fourni les instruments chirurgicaux et a précisé la date et l'heure. L'opération a eu lieu dans des conditions clandestines. Grayes a survécu sans complications, mais n'a jamais remis le manteau promis. Cet incident révélait l'hypocrisie morale. Grayes envoyait des femmes enceintes dans les chambres à gaz comme politique routinière, mais lorsqu'il s'agissait de sa propre grossesse non désirée, elle exigeait précisément le type d'aide médicale qu'elle refusait aux autres. Les descriptions de Pearl sur Grayes sont particulièrement percutantes car elles venaient de quelqu'un qui l'a observé de près. Pearl se souvenait de Grayes comme l'une des femmes les plus belles qu'il ait jamais vues, un corps parfait, un visage angélique, des yeux bleus qui semblaient incroyablement innocents. Mais cette beauté extérieure contrastait absolument avec sa nature intérieure. Pearl l'a décrite comme la personne la plus dépravée, cruelle et imaginairement perverse qu'il ait connue. Grayes utilisait son apparence consciemment comme un outil psychologique. Elle s'habillait impeccablement, avec des uniformes ajustés sur mesure. Elle portait un parfum en excès, un luxe que les prisonnières pouvaient sentir à distance. Elle consacrait un temps considérable à ses cheveux blonds et à son maquillage. Cette attention méticuleuse n'était pas une simple vanité, mais un sadisme délibéré. Les femmes émaciées, avec des têtes rasées, vêtues de haillons, étaient déforcées de contempler cette exhibition de féminité bien nourrie, tout en souffrant. L'incident des 315 femmes en juin 1944 illustre la cruauté calculée de Grayes. Après une sélection particulièrement brutale, ces femmes furent violentement poussées vers les lavabos du camp. Elles avaient déjà été sauvagement frappées dans le hall principal. Une fois à l'intérieur, Grayes ordonna aux gardes SS de clouer la porte de l'extérieur, les scellant à l'intérieur. Elles devaient attendre l'examen médical du docteur Fritz Klein avant d'être envoyées aux chambres à gaz, mais Klein les fit attendre 3 jours complets. Pendant ce temps, 315 femmes restèrent entassées sur le sol en béton, sans nourriture, sans eau, sans installation sanitaire. Lorsque la porte fut enfin ouverte, beaucoup étaient mortes et les survivantes étaient dans un état d'effondrement total. Vera Alexander, une prisonnière qui travaillait près d'elle, se souvenait « Elle a tiré sur une femme qui se tenait devant moi. Ses cervelles sont tombées sur mon épaule. Le lendemain, Irma est venue me voir. J'ai refusé de lui parler. Elle a demandé « Es-tu en colère contre moi ?» J'ai répondu « Tu m'as presque tué hier. » Elle a répondu « Une de moins, peu importe. » Cette anecdote révèle non seulement l'indifférence envers la vie humaine, mais aussi le besoin étrange de Grayes d'être perçu comme raisonnable. Un autre témoignage documenté décrit une sélection où 2 jeunes filles ont sauté désespérément par une fenêtre en essayant d'échapper à l'envoi au gaz. Elles sont tombées au sol et ont été blessées, mais vivantes. Grayes s'est approché en marchant tranquillement, a sorti son pistolet et leur a tiré 2 fois à chacune, tandis qu'elles gisaient sans défense. Il a simplement rengainé son arme et a continué ses tâches comme si de rien n'était. Grayes participait également activement à ce qui était appelé « faire du sport » avec les prisonnières. Ce euphémisme dissimulait une torture physique prolongée, forcer des femmes à effectuer des exercices épuisants pendant des heures. Elles tenaient des pierres lourdes au-dessus de leur tête jusqu'à ce que leurs bras tremblent de manière incontrôlable. Elles sautaient à plusieurs reprises tandis que Grayes et d'autres gardes les frappaient. Elles couraient en cercle jusqu'à s'effondrer. Ces sessions duraient si longtemps que nombreuses femmes mouraient d'épuisement ou des coups. Aux portes du champ, Grayes réalisait des inspections minutieuses des détachements de travail qui revenaient. Si une prisonnière portait une chaussette ou une chaussure différente de l'autre, si ses vêtements étaient en désordre, si sa posture n'était pas parfaitement droite, elle était frappée sauvagement. Ces inspections n'avaient pas pour but la sécurité, mais de créer des opportunités pour infliger de la violence.
De nombreux témoignages mentionnent que Grèze tuait régulièrement environ 30 personnes par jour. Ce chiffre est cohérent avec l'environnement d'Auschwitz-Birkenau, où la mort était si omniprésente qu'elle perdait toute signification individuelle. Entre les sélections, les exécutions directes, les passages à tabac fatal et les attaques de chiens, le nombre était entièrement plausible. Les relations de Grèze avec ses collègues de la SS étaient complexes. Elle a eu de multiples relations sexuelles simultanées avec des officiers masculins, ce qui lui offrait protection et privilèges supplémentaires. Lorsque Mengele a découvert qu'elle entretenait également des relations avec des prisonnières, en particulier avec les Blokeltest, les leaders de bloc, il a mis fin à sa relation avec elle. Vers la fin de 1944, alors que l'armée rouge avançait vers la Pologne, les SS commencèrent à évacuer Auschwitz. En janvier 1945, Grèze fut brièvement transférée de nouveau à Ravensbrück. Sa réputation l'avait précédée. Elle était désormais connue dans tout le système des camps comme l'une des gardes les plus brutales. En mars 1945, alors qu'elle avait 21 ans et un historique d'environ 2 ans à superviser le génocide, Irma Grèze reçut sa prochaine affectation, Bergen-Belsen, les derniers jours de l'horreur, janvier-avril 1945. Bergen-Belsen a commencé son existence en 1940 en tant que camp de prisonniers de guerre, mais a évolué pour devenir quelque chose de profondément différent. En décembre 1944, Joseph Kramer a été nommé commandant du camp. Kramer avait une expérience directe d'Auschwitz-Birkenau où il avait supervisé les chambres à gaz. Sous son administration, Bergen-Belsen s'est transformé en un camp de mort par négligence intentionnelle. Contrairement à Auschwitz, Bergen-Belsen n'avait ni chambres à gaz ni crématoire. Les autorités nazies le désignaient officiellement comme camp de résidence, une nomenclature absurde qui prétendait suggérer qu'il fournissait simplement un hébergement aux prisonniers. Alors que le Troisième Reich s'effondrait et que les camps de l'Est étaient évacués sous l'avancée soviétique, Bergen-Belsen est devenu une destination de marche de la mort et de transport massif de prisonniers. Le camp, conçu à l'origine pour quelques milliers de personnes, abritait bientôt plus de 60 000 dans des conditions catastrophiques. Lorsque Irma Grèze est arrivée en mars 1945, accompagnant un transport de prisonnières depuis Ravensbrück, Bergen-Belsen avait déjà dégénéré en un enfer sur terre. L'approvisionnement alimentaire avait presque complètement échoué. Des milliers de personnes mouraient littéralement de faim, leur corps étant consumés jusqu'à devenir des squelettes ambulants avant de finalement s'effondrer. Les conditions sanitaires étaient inexistantes. Le système d'eau potable avait échoué. Les latrines débordaient et les excréments recouvraient de vastes zones du camp. Le typhus, transmis par des poux qui infestaient chaque centimètre du camp, tuait des centaines de personnes chaque jour. La dysenterie et la tuberculose s'ajoutaient au bilan des morts. Les corps s'accumulaient plus vite qu'ils ne pouvaient être enterrés. Ils gisaient entassés entre les baraquements, dans des fosses ouvertes, dispersés le long des sentiers du camp. Grèze a été désignée comme Aufseherin principale du camp de femmes. Malgré l'effondrement évident de l'ordre nazi, même si les gardes les plus fanatiques pouvaient voir que l'Allemagne avait perdu la guerre, Grèze n'a montré aucune modération. Elle a poursuivi ses schémas de violence exactement comme à Auschwitz. Elle frappait des femmes qui à peine pouvaient se tenir debout. Elle organisait des sélections, même s'il n'y avait pas de chambres à gaz, en séparant simplement les plus faibles pour qu'elles meurent encore plus rapidement, sans aucun soin. Les survivants de Bergen-Belsen se souvenaient que Grèze forçait les femmes à rester debout pendant des heures dans le froid et la pluie pour des comptages interminables. Si quelqu'un se penchait ou s'asseyait, par épuisement, il était battu à mort. Les bottes à embout en métal de Grèze poursuivaient leur travail, maintenant en donnant des coups de pied à des corps offrant moins de résistance que jamais. Son fouet laissait des marques sur une peau qui couvrait à peine des os.
Ces chiens attaquaient des victimes qui manquaient même de force pour crier. Jutta Madlung, une survivante, a témoigné par la suite sur l'atmosphère du camp féminin sous Grèze. Lorsque le procureur britannique lui a demandé s'il était extraordinaire de trouver une Aufseherin qui ne frappait pas, Madlung a répondu que oui, c'était extraordinaire. La violence n'était pas exceptionnelle, mais la norme absolue. À la mi-avril 1945, le front de guerre se rapprochait rapidement. Les autorités du camp ont engagé des négociations avec les Britanniques car une épidémie de typhus si sévère menaçait de s'étendre au-delà des limites du camp. Les Britanniques ont accepté de déclarer la zone comme zone neutre pour contenir la maladie. Le 15 avril 1945, des soldats du 63e régiment anti-chars de l'artillerie royale britannique furent les premiers à entrer à Bergen-Belsen. Ce qu'ils trouvèrent dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé sur les horreurs de la guerre. Des milliers de cadavres non enterrés, beaucoup en état avancé de décomposition, couvraient le sol. Environ 60 000 survivants, beaucoup si décharnés qu'ils semblaient des cadavres vivants, erraient sans but ou gisaient incapables de bouger. Le typhus continuait à tuer des centaines de personnes chaque jour même après la libération. La majorité des gardes SS avaient fui pendant les jours précédant l'arrivée britannique, mais pas tous. Lorsque les soldats britanniques arrivèrent à l'entrée principale du camp, ils trouvèrent Joseph Kramer les attendant, vêtu de son uniforme complet, apparemment prêt à transférer formellement la responsabilité du camp. À ses côtés se tenait Irma Grèze, également en uniforme, offrant son aide aux libérateurs. Cette scène reflétait la déconnexion totale de Grèze avec la réalité morale de ses actions. Les Britanniques ont immédiatement arrêté Kramer, Grèze et tous les autres gardes restants. Au total, ils ont capturé environ 77 membres du personnel de la SS, y compris 16 femmes. Avant qu'ils ne puissent être jugés, 17 d'entre eux sont morts du typhus. Les soldats britanniques ont commencé à prendre des photos et à filmer, documentant méticuleusement les conditions. Ces images, distribuées à l'international, sont devenues le premier témoignage visuel massif de l'Holocauste pour le grand public. Les photographies de Bergen-Belsen définiraient la compréhension populaire des camps de concentration nazis pendant des décennies. Les Britanniques ont organisé des opérations de sauvetage massives. Le personnel médical a travaillé désespérément pour sauver ceux qui pouvaient encore l'être, mais beaucoup étaient trop affaiblis. Environ 14 000 survivants sont morts dans les semaines suivant la libération, leur corps simplement incapable de se remettre du traumatisme extrême. Parmi ceux qui sont morts se trouvait Anne Frank, qui était décédée de la typhus en mars, seulement quelques semaines avant la libération, avec sa sœur Margot. Alors que les efforts de sauvetage se poursuivaient, les gardes capturés furent contraints de travailler. Les Britanniques les forcèrent à creuser des tombes massives et à enterrer les milliers de cadavres dispersés dans le champ. Des photographies documentent Grèze, Volkenrath et d'autres Aufseherinnen portant des corps décomposés et les jetant dans des fosses sous la surveillance de soldats britanniques armés. Grèze et les autres prisonniers ont été transférés dans une cage pour prisonniers de guerre à Celle, où ils seraient maintenus jusqu'au procès. Pendant le transport et l'incarcération, Grèze montrait peu de remords visibles. Selon les rapports, elle gardait une attitude fière, parlait avec mépris des prisonnières et exprimait sa confiance quant au fait qu'elle serait rapidement libérée une fois que les autorités comprendraient qu'elle avait simplement suivi des ordres. L'armée britannique, consciente de l'importance historique de ce qu'ils avaient d'hommes découverts, a décidé de procéder rapidement à un procès. Les autorités britanniques voulaient démontrer au monde que la justice fonctionnerait contre les auteurs de ces crimes sans précédent. Il y avait également une urgence politique. Ils voulaient mener le premier grand procès de crimes de guerre avant d'autres alliés, établissant des précédents juridiques et attirant l'attention internationale. Bergen-Belsen est devenu un symbole mondial de l'horreur nazie. Les images diffusées depuis là-bas ont façonné la conscience collective sur l'Holocauste.
Son arrestation marquait la fin de sa carrière de terreur, mais le début d'un autre chapitre. Il ferait face à un procès public pour ses crimes devant le monde observateur. Juicio de Belsen, la justice face à face, septembre-novembre 1945. Le 17 septembre 1945, dans un gymnase transformé en salle de tribunal dans la ville de Lüneburg, dans la zone d'occupation britannique d'Allemagne, a commencé l'un des procès les plus significatifs de l'histoire moderne. Officiellement intitulé « Le procès de Joseph Kramer et 44 autres », mais connu universellement sous le nom de « procès de Belsen », ce processus légal serait le premier grand tribunal de crimes de guerre de l'ère post-Seconde Guerre mondiale, commençant 2 mois avant les procès de Nuremberg les plus célèbres. 45 accusés occupaient le banc des accusés. Joseph Kramer, le commandant de Bergen-Belsen, surnommé « la bête de Belsen », le docteur Fritz Klein, médecin du camp, Franz Hössler, sous-commandant, et 42 gardes de plus, y compris 16 femmes. Parmi elles, Irma Grese occupait une position spéciale. À ses 22 ans, elle était la plus jeune de tous les accusés, mais ses crimes étaient parmi les plus extensivement documentés. Le tribunal opérait sous l'ordonnance royale du 14 juin 1945, un instrument légal britannique conçu spécifiquement pour les crimes de guerre. Les charges découlaient de la Convention de Genève de 1929. Les accusés faisaient face à 2 charges principales. Premièrement, la responsabilité des conditions létales à Bergen-Belsen entre octobre 1942 et avril 1945. Deuxièmement, pour 12 d'entre eux, y compris Grese, des crimes commis spécifiquement à Auschwitz-Birkenau. L'inclusion d'Auschwitz dans le procès était légalement innovante. Auschwitz était situé sur le territoire polonais, désormais sous contrôle soviétique, en dehors de la juridiction de toute puissance alliée occidentale. Les Britanniques ont résolu ce dilemme en observant que de nombreux gardes de Belsen avaient précédemment servi à Auschwitz, permettant de juger les 2 ensembles de crimes dans un seul procès. Cette décision avait un autre avantage pratique. Lorsque Bergen-Belsen a été libéré, la majorité de ses prisonniers y avaient été moins de 3 mois, limitant sévèrement les témoignages disponibles sur des crimes spécifiques à Belsen. En revanche, les survivants d'Auschwitz pouvaient fournir des années de témoignages détaillés. Le tribunal militaire était présidé par le major général Henry McKillop Berney-Ficklin. L'accusation était dirigée par le colonel T.M. Backhouse. La défense était composée d'officiers britanniques assignés pour représenter les accusés. Irma Grese a été défendue par le major L.S. Dobabov Cranfield. Tous les accusés se sont déclarés non coupables. Le procès a été conduit en anglais, nécessitant une traduction simultanée en allemand et en polonais, car de nombreux témoins étaient des survivants polonais. Cette exigence linguistique a été l'un des nombreux facteurs qui ont prolongé le processus bien au-delà des 2 à 4 semaines, initialement anticipées. Le procès durerait finalement 54 jours. Le procureur a présenté une série de témoins qui ont narré des atrocités qui ont choqué même des observateurs endurcis par 6 ans de guerre. Des survivants ont décrit des sélections, des chambres à gaz, des crématoires, des expériences médicales, des exécutions et des tortures systématiques. Beaucoup de témoins peinaient à contenir leurs émotions. Certains éclataient en pleurs en se remémorant les horreurs. D'autres tremblaient, visiblement, en se retrouvant à nouveau en présence de leur tortionnaire. Anka Rosenzweig a témoigné spécifiquement contre Irma Grese. Pendant son témoignage, une autre survivante, Helen Cooper, est devenue hystérique et a dû être retirée de la salle. Abraham Glinowiecki, un autre témoin polonais, s'est effondré en larmes incontrôlables en décrivant comment son frère avait été battu à mort. Les témoignages contre Grese étaient particulièrement détaillés et cohérents. Plusieurs survivants indépendants ont décrit les mêmes schémas de comportement: les bottes à bout d'acier, le fouet tressé, les chiens affamés, les sélections, les meurtres arbitraires.
Ils ont décrit comment elle participait activement aux sélections pour les chambres à gaz. Ils ont narré des incidents spécifiques de meurtre, comme les 2 femmes qui ont sauté par la fenêtre pendant une sélection et qui ont été exécutées par Grayes alors qu'elles gisaient blessées sur le sol. Safran, un témoin, a décrit avoir vu Grayes frapper une femme à Belsen avec un fouet environ 2 semaines avant la libération, et se souvient de l'incident des 2 femmes à Auschwitz. Un autre témoin a détaillé comment Grayes a tiré sur une femme juste devant elle, éclaboussant des cervelles sur son épaule. Et puis, le lendemain, elle a demandé, sans se soucier si le témoin était en colère, répondant avec indifférence « une de moins, peu importe ». Le 20 septembre, à peine 3 jours après le début du procès, les Britanniques projetèrent un film qu'ils avaient tourné sur les conditions à Bergen-Belsen, immédiatement après la libération. La salle resta silencieuse, tandis que les images montraient des tas de cadavres, des victimes émaciées, l'ampleur incompréhensible de la souffrance. Ce fut la première fois dans l'histoire qu'un matériel filmique fut présenté comme preuve dans un procès pour crime de guerre, établissant un précédent qui serait suivi à Nuremberg et dans des tribunaux ultérieurs. Le lendemain, le 21 septembre, la cour complète a visité Bergen-Belsen. Les juges, procureurs, avocats et quelques accusés ont été transportés sur le site du camp. Ils ont marché sur les terrains, inspecté les baraquements, vu les fosses massives. Le 8 octobre a marqué le début de la phase de défense. Joseph Kramer a été le premier à témoigner, suivi par les autres accusés. Le 16 octobre, c'était au tour d'Irma Grayes. Sa sœur Hélène a témoigné brièvement avant elle, tentant de présenter une image d'Irma comme victime des circonstances. Elle a essayé d'argumenter qu'Irma avait été envoyée dans les camps contre sa volonté. Lorsque Irma Grayes a finalement pris la parole, elle a présenté sa version des événements. Elle a insisté sur le fait que le bureau du travail l'avait envoyée à Ravensbrück contre sa volonté. Elle a nié avoir commis des meurtres ou participé de manière significative aux sélections. Elle a allégué qu'elle ne connaissait le destin des prisonnières que parce que celle-ci le lui avait dit. Elle a affirmé que les témoignages contre elle étaient exagérés, produits de confusion ou de malice. Sous interrogatoire, Grayes gardait une remarquable contenance. Il répondait aux questions d'une voix calme, souriant fréquemment, légèrement. Lorsqu'on lui posait des questions sur des accusations spécifiques de violence, il les niait ou les minimisait. Lorsqu'on lui montrait que sa version contredisait plusieurs témoignages cohérents, il répétait simplement que les témoins se trompaient. La presse, suivant intensément le procès, a commencé à créer des récits autour de Grayes qui transcenderaient les procédures judiciaires. Les journaux britanniques l'ont surnommée « la belle bête », complétant le surnom de Kramer en tant que « la bête de Belsen ». Des photographies de Grayes sont apparues en première page à plusieurs reprises. Sa jeunesse, son apparence physique et le contraste entre son aspect ordinaire et l'énormité de ses crimes fascinaient morbide le public. Le procès a continué à travers octobre. Plus d'accusés ont témoigné. Plus de témoins ont été appelés. Le 7 novembre, les plaidoiries finales ont commencé. Les avocats de la défense ont soutenu que leurs clients avaient suivi des ordres, que le système les avait piégés, que les conditions extrêmes de la guerre expliquaient en partie leurs actions. Les procureurs ont rétorqué que suivre des ordres n'exemptait pas de la responsabilité d'homicide et de torture, qu'il existait une différence entre obéir sous contrainte et participer avec enthousiasme à un génocide. Le 13 novembre, après plus de 50 jours de témoignages et de délibérations, le colonel Backhaus a présenté son argument final pour le ministère public. Il a soutenu que les gardes allemands, hommes et femmes, avaient causé non seulement une négligence criminelle, mais aussi une inanition délibérée et des mauvais traitements, en sachant malicieusement qu'ils causeraient des morts. Le tribunal a délibéré pendant 6 heures. Le 17 novembre 1945, les verdicts ont été prononcés. 30 accusés,
ont été déclarés coupables d'au moins une charge à Belsen ou Auschwitz. 14 ont été acquittés. Un accusé avait trop souffert pour continuer le procès. Les peines variaient. 19 ont reçu des peines de prison allant d'1 an à la réclusion à perpétuité. 11, y compris Joseph Kramer, Fritz Klein, Franz Hössler, Elisabeth Volkenrath, Johanna Bormann et Irma Grese, ont été condamnés à mort par pendaison. Lorsque le verdict et la sentence de Grese ont été traduits en allemand, Tod durch den Strang, mort par la corde, son expression a à peine changé. Elle a montré peu d'émotion tout au long du procès et aucune lorsque la peine de mort a été prononcée. La réaction du public au verdict fut mitigée. En Grande-Bretagne, la majorité a exprimé sa satisfaction que la justice ait prévalu. Les 14 acquittés ont surpris de nombreux observateurs. Dans d'autres pays, en particulier l'Union soviétique et la France, et parmi de nombreux survivants, les verdicts ont été critiqués comme étant trop modérés. Les condamnés ont été transférés de retour dans leurs cellules de la prison de Lüneburg. 8 des 11 condamnés à mort, y compris Grese, ont fait appel au maréchal de campo Bernard Montgomery. Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann ont décidé de ne pas faire appel. Tous les appels ont été rejetés le 8 décembre. Il n'y aurait pas de clémence. Les exécutions se poursuivraient conformément à l'ordre. Le moment final, exécution à Hamelin, décembre 1945. La prison de Hamelin, située dans la ville du même nom en Basse-Saxe, Allemagne de l'Ouest, a été choisie comme lieu d'exécution des condamnés du procès de Belsen. Les ingénieurs royaux de l'armée britannique ont construit une salle d'exécution spéciale à l'intérieur de la prison durant les semaines qui ont suivi les verdicts. Ils ont conçu un échafaud suffisamment grand pour pendre 2 personnes simultanément, destiné à accélérer le processus étant donné le nombre exceptionnellement élevé de condamnés. La salle d'exécution a été construite à la fin d'un couloir étroit où les 13 condamnés à mort seraient logés dans des cellules minuscules durant leurs derniers jours. En plus des 11 du procès de Belsen, 2 hommes condamnés lors d'un procès séparé pour le meurtre d'un pilote britannique prisonnier de guerre seraient exécutés le même jour. Les cellules étaient si proches de la potence que les prisonniers pouvaient entendre chaque son, la trappe s'ouvrant, le corps tombant, les procédures ultérieures. Le 9 décembre 1945, les 13 condamnés ont été transférés de Lüneburg à Hamelin. Irma Grese, selon les rapports des gardiens, a gardé son attitude caractéristique, regardant par la fenêtre avec une expression distante. Albert Pierrepoint, le bourreau officiel britannique, a été spécialement transporté d'Angleterre pour réaliser les exécutions. Pierrepoint était un professionnel expérimenté qui avait déjà exécuté environ 400 personnes au cours de sa carrière. Il était connu pour son efficacité technique et sa capacité à calculer précisément la longueur de corde nécessaire en fonction du poids et de la taille de chaque condamné pour assurer une mort instantanée par rupture cervicale plutôt que par strangulation lente. Le 12 décembre, Pierrepoint et son assistant, le sergent-chef O'Neill, ont effectué les préparatifs finaux. Ils ont visité chaque cellule, pesé et mesuré chaque condamné. Ces mesures étaient critiques. Trop de cordes et le cou ne se casserait pas, provoquant une mort agonisante par asphyxie. Trop peu de cordes et la tête pourraient se détacher du corps. Lorsqu'ils sont arrivés à la cellule d'Irma Grese, elle coopéra au processus de mesure. Pierrepoint décrirait plus tard cette rencontre dans son autobiographie. Il se souvenait que lorsque O'Neill lui demanda son âge, Grese fit une pause et sourit, comme si elle éprouvait la honte conventionnelle d'une femme révélant son âge. Pierrepoint se retrouva également à sourire, une réponse humaine automatique qui l'inquiéta par la suite. La nuit du 12 décembre fut la dernière pour les condamnés. Les 3 femmes condamnées à mort, Grese, Volkenrath et Bormann, passèrent des heures à chanter des hymnes nazis dans leurs cellules. Leur voix résonnait dans le couloir, défiante jusqu'à la fin,
affirmant leur loyauté idéologique même avec des heures de vie restantes. Les exécutions étaient programmées pour le 13 décembre 1945, commençant tôt le matin. Pierre Point avait décidé d'exécuter d'abord les femmes individuellement, puis les hommes par paire. À 9h34 du matin, les procédures ont commencé. Elisabeth Volkenrath a été amenée en premier. Elle marcha vers le gibet sans résistance. Pierre Point travailla avec une rapidité professionnelle. Il enfila la capuche, ajusta la corde, activa le piège. Volkenrath mourut en quelques secondes. À 10h03, le sergent-major O'Neill a appelé le nom d'Irma Greyes. Selon la description détaillée de Pierre Point, Greyes est sortie de sa cellule et s'est dirigée vers eux en riant. Elle semblait, dans ses mots, aussi charmante que n'importe quelle fille que l'on souhaiterait connaître. Greyes marcha dans le bref couloir vers la salle d'exécution. Son pas est ferme, sans hésitation. Il entra dans la chambre où des officiers militaires britanniques observaient. Puis il marcha directement vers le centre du piège où Pierre Point avait marqué un X à la craie. Il se tenait précisément sur la marque. Pierre Point a commencé sa procédure standard. Il devait d'abord mettre une capuche en tissu sombre sur la tête du condamné avant d'ajuster la corde. Lorsqu'il a essayé de mettre la capuche sur Greyes, elle a résisté violemment. Elle a tourné la tête, a essayé de s'éloigner, a physiquement rejeté qu'on lui couvre le visage. Pierre Point répondit avec force. Il la frappa plusieurs fois au visage, des coups durs destinés à étourdir et soumettre. Après plusieurs coups, Greyes cessa de résister suffisamment pour que Pierre Point puisse forcer la capuche sur sa tête. Avec la capuche enfin en place, Pierre Point a procédé à placer la corde autour du cou de Greyes. Une erreur critique s'est produite ici. La corde a été mal placée, non à la position précise sous l'angle de la mâchoire qui provoquerait une rupture cervicale instantanée, mais plutôt plus vers l'avant du cou. Sous la capuche, Greyes a prononcé ses derniers bas mots. Elle a crié « Schnell », ce qui signifie « vite ». Sa voix contenait des pleurs, de la panique, du désespoir. Elle voulait que cela se termine rapidement, que la chute se produise avant que sa terreur ne la consume complètement. Pierre Point activa la trappe. Le sol sous les pieds de Greyes a disparu. Son corps est tombé à travers l'ouverture, la corde s'est tendue violemment. Mais en raison du positionnement incorrect de la corde, la chute n'a pas cassé son cou proprement. Au lieu d'une mort instantanée, Irma Greyes est morte par strangulation, un processus qui a pris plusieurs minutes. Son corps s'est convulsé au bout de la corde pendant qu'elle perdait lentement conscience et mourait enfin. Une fois la mort confirmée, le corps de Greyes a été descendu et enlevé de la salle d'exécution. Les procédures ont continué. Joanna Bormann a été exécutée troisième à 10h38. Puis les exécutions des hommes ont commencé par paire. La dernière exécution a été terminée à 4h17 de l'après-midi. Au total, 13 personnes ont été exécutées en environ 6h30. Après les exécutions, les corps ont été soumis à des autopsies médicales. Les corps des condamnés du procès de Belsen n'ont pas été restitués aux familles ni reçus d'enterrement traditionnel. Dans le cas spécifique d'Irma Greyes, des rapports indiquent que son corps a été mutilé après sa mort. Par la suite, il a été incinéré. Les cendres de Greyes et des autres exécutés ont été dispersées ou éliminées sans cérémonie. Selon certains rapports, elles ont été jetées dans une rivière d'égout, une fin délibérément honteuse destinée à nier toute possibilité que leurs restes deviennent des reliques pour les sympathisants nazis. Albert Pierre Point a tenu une liste manuscrite de toutes les personnes qu'il a exécutées ce jour-là, incluant les noms et les âges, dans l'ordre où elles sont mortes. Ce document, désormais conservé au musée de la guerre impériale, fournit un registre officiel précis. La liste confirme qu'Irma Greyes, âgée de 22 ans, a été la deuxième personne exécutée ce jour-là.
L'exécution d'Irma Greyes en fit la femme la plus jeune condamnée à mort en vertu de la loi britannique au XXe siècle. Elle représentait la volonté de la communauté internationale de tenir pour responsables les auteurs de génocide, indépendamment de leur sexe, âge ou apparence. Il n'y eut aucune clémence basée sur le fait qu'elle était jeune, femme ou attirante. Les crimes qu'elle commit furent jugés en fonction de leur mérite, et la justice a suivi son cours. Héritage et réflexion, le phénomène des femmes auteurs de crimes. Plus de 8 décennies après les événements qui ont défini sa vie, Irma Greyes reste l'une des figures les plus reconnaissables de l'Holocauste, non parmi ses victimes, mais parmi ses bourreaux. Son nom évoque une reconnaissance alors que de nombreux autres gardes de camps de concentration ont été oubliés. Cette notoriété persistante soulève des questions complexes sur la mémoire historique, le genre et comment les sociétés se souviennent du mal. Une partie de la fascination publique pour Greyes découle des contradictions apparentes de sa personne. Elle était jeune lorsqu'elle a commis ces crimes. Elle était physiquement attrayante selon des normes conventionnelles, créant une dissonance cognitive entre l'attente selon laquelle le mal devrait être laid et la réalité selon laquelle il se manifestait chez une jeune femme belle. Elle était une femme dans un rôle de violence extrême, défiant les stéréotypes de genre selon lesquels la féminité est intrinsèquement compatissante. Cependant, ces contradictions révèlent davantage les préjugés de l'observateur que la nature du perpétrateur. Le fait que Greyes était jeune ne la rendait pas moins responsable de ses actions. De nombreux jeunes de son âge résistaient au nazisme ou menaient simplement des vies ordinaires sans participer au génocide. Sa beauté physique était sans importance pour ses crimes, excepté la façon dont elle l'a utilisé comme outil psychologique de domination. Et son genre ne la rendait pas exceptionnelle, mais représentative de milliers de femmes qui ont participé activement à l'Holocauste. Environ 3700 femmes ont servi en tant que gardes SS dans des camps de concentration nazis entre 1939 et 1945. Ce nombre représente environ 10% du total des gardes du système des camps. Bien que moins que la participation masculine en termes absolus, ces femmes n'étaient pas périphériques au fonctionnement du génocide, mais centrales pour la supervision de dizaines de milliers de prisonnières. Le recrutement de ces femmes variait. Certaines se portèrent volontaires volontaires, répondant à des annonces dans des journaux promettant un emploi stable avec un salaire supérieur. D'autres furent recrutées par des bureaux de travail pendant la phase finale de la guerre. Les études académiques ont examiné minutieusement leurs antécédents. La majorité provenait de classes inférieures à classes moyennes inférieures. Elles avaient peu ou aucune éducation formelle spécialisée, avaient précédemment occupé des emplois manuels ou de services mal rémunérés. Le poste d'Officerin offrait une mobilité économique et sociale qu'elle n'aurait guère pu atteindre autrement. Mais l'opportunité économique n'explique pas entièrement pourquoi ces femmes n'ont pas seulement accepté des postes de gardiennes, mais que beaucoup ont participé avec enthousiasme à une brutalité extrême. Le système de formation à Ravensbrück et dans d'autres camps transformait systématiquement des civils en perpétratrices par une combinaison d'endoctrinement idéologique, de désensibilisation progressive, de pression de groupe et de normalisation de la violence. Certaines gardiennes, bien que minoritaires, ont été rappelées par des prisonnières comme relativement humaines. Elles partageaient parfois de la nourriture supplémentaire, évitaient de frapper sans nécessité ou montraient de petites miséricordes. Cependant, les preuves écrasantes démontrent que la majorité des Officerinen ont participé activement au système de terreur. Elles frappaient, donnaient des coups de pied, fouettaient, sélectionnaient des victimes pour les chambres à gaz, supervisaient le travail forcé jusqu'à la mort. Bien qu'elles n'administrent que rarement directement le gaz Zyklon B dans les chambres, cela reflétait une division du travail par genre plutôt qu'une réticence morale. Irma Greyes n'était pas une aberration, mais une exemplification extrême de ce système.
Sa jeunesse, sa rapidité d'ascension, son enthousiasme idéologique et sa cruauté inventive la distinguaient en degrés, mais pas en type. D'autres gardes ont commis des atrocités comparables. Elisabeth Wolkenrath, exécutée aux côtés de Grèze, avait été Oberhofseherin à Auschwitz avant Bergen-Belsen. Dorothea Beans à Ravensbrück était connue pour un sadisme particulièrement élaboré. Ilse Koch à Buchenwald collectionnait soi-disant de la peau humaine tatouée de prisonniers assassinés. Maria Mandel, superviseur principal à Auschwitz, orchestrait le fonctionnement quotidien du camp de femmes qui assassina des dizaines de milliers. Après la guerre, le destin de ces femmes varia énormément. Certaines furent exécutées immédiatement après le procès de Belsen. D'autres reçurent des peines de prison allant de quelques années à la réclusion à perpétuité. Beaucoup furent libérés après des décennies dans le cadre de programmes de clémence d'après-guerre. Certaines vivaient des vies tranquilles, sous de fausses identités, ne confrontant jamais de conséquences légales. La représentation des gardes féminines nazies dans la culture populaire a souvent été problématique. Des films d'exploitation tels que Ilsa, Louve des SS ont sexualisé et fétichisé ces figures, transformant un véritable génocide en pornographie de domination sadique. Même des représentations plus sérieuses tombent parfois dans le piège d'accentuer la beauté physique ou la prétendue sexualité déviante des perpétratrices, de manière à obscurcir la nature systématique et idéologique de leur participation. Irma Grèze a été spécifiquement l'objet de ce fétichisme. Son surnom, la Belle Bête, illustre parfaitement cette tendance. Des publications sensationnalistes d'après-guerre présentèrent des histoires sur Grèze avec des illustrations la dépeignant dans des poses sexualisées en torturant des prisonniers. Ces représentations n'honoraient pas les victimes et ne contribuaient pas à une compréhension historique. Elles explosaient simplement le génocide à des fins de divertissement. Dans les discussions contemporaines sur Grèze dans les forums Internet, des défenseurs apparaissent invariablement, arguant qu'elle était trop jeune pour être complètement responsable, que le système l'a victimisée, qu'elle mérite une compréhension contextuelle plutôt qu'une condamnation absolue. Ces arguments ne s'étendent que rarement avec une égale vigueur aux jeunes hommes de l'Einsatzgruppen ou aux gardes masculins des camps d'âge similaires. La tendance à infantiliser ou à excuser les femmes coupables reflète des biais de genre persistants concernant l'agence morale et la capacité à la violence. L'étude académique des auteurs nazis, en particulier le travail de Hannah Arendt sur la banalité du mal, a souligné comment des personnes ordinaires peuvent commettre des atrocités extraordinaires sous des systèmes totalitaires. Christopher Browning a examiné comment un bataillon de réserve de la police allemande, d'hommes d'âge moyen, est devenu un escadron de la mort massif. Ces études démontrent que des facteurs tels que l'obéissance à l'autorité, la pression de groupe, la déshumanisation idéologique des victimes et la normalisation progressive de la violence peuvent transformer des individus ordinaires en tueurs de masse. Les surveillantes s'inscrivent parfaitement dans ces schémas. Elles n'étaient pas des monstres dès la naissance, mais des personnes ordinaires qui ont choisi, à plusieurs reprises, de participer à un système génocidaire. Certaines de ces choix ont eu lieu sous pression, mais beaucoup étaient enthousiastes. Le contexte explique mais n'excuse pas. La compréhension n'équivaut pas à l'absolution. Les leçons contemporaines de l'affaire Grèze et des gardes féminines nazies sont multiples. Elles démontrent que le genre ne prédispose pas à la compassion ni ne prévient la cruauté. Elles montrent comment des idéologies déshumanisantes peuvent permettre à des personnes ordinaires de commettre des maux extraordinaires. Elles illustrent que l'opportunité économique et la mobilité sociale peuvent motiver la participation à des systèmes oppressifs. Elles révèlent comment la normalisation graduelle de la violence érode les inhibitions morales. Et elles soulignent que la responsabilité individuelle persiste même dans des systèmes collectifs de mal. La mémoire des victimes doit rester centrale,
chaque statistique sur Auschwitz-Birkenau ou Bergen-Belsen représente des personnes individuelles, des mères séparées de leurs enfants, des sœurs qui prenaient de beaux soins l'une de l'autre jusqu'à ce que l'une meure, des femmes jeunes dont la vie venait à peine de commencer, des vieilles dames dont le crime était tout simplement d'exister. Les prisonnières qui ont souffert sous Grèze avaient comme des noms, des histoires, des espoirs, des familles. Certaines ont survécu pour témoigner, la plupart sont mortes anonymement. Des survivants comme Gisela Perl, Olga Lengyel, Vera Alexander et des milliers d'autres ont reconstruit leur vie après un traumatisme incompréhensible. Beaucoup ont consacré des années à éduquer sur l'Holocauste, s'assurant que les atrocités ne soient ni oubliées ni niées. Leurs témoignages fournissent la preuve historique qui rend possible la compréhension de ce qui s'est passé. Irma Grese est morte à 22 ans, exécutée pour des crimes qu'elle a commis entre 18 et 22. Elle était jeune, mais elle était responsable. Elle avait des choix et elle a constamment choisi la cruauté. Le système nazi a créé les conditions, mais elle a choisi comment opérer à l'intérieur. Cette distinction importe. Sa notoriété persistante, bien que problématique à certains égards, sert un but éducatif si elle est correctement ciblée. Non pas comme une figurine à fétichiser ou à excuser, mais comme preuve que le génocide nécessite la participation active de milliers de personnes ordinaires. Non pas comme un monstre unique, mais comme représentant d'un système qui a transformé des personnes ordinaires en instruments de meurtre de masse. Non pas comme une figure romantique, mais comme un avertissement sur ce qui peut se produire lorsque des idéologies déshumanisantes trouvent des partisans disposés. L'histoire d'Irma Grese se termine à Hamelin, en décembre 1945. Mais les questions que sa vie et ses crimes soulèvent persistent. Comment les sociétés préviennent l'émergence de tels systèmes? Comment les individus résistent lorsqu'ils sont immergés dans des cultures de violence? Comment les communautés reconstruisent la moralité après un effondrement total? Et comment l'humanité se souvient et apprend de ses chapitres les plus sombres sans trivialiser la souffrance des victimes ou fétichiser les auteurs?